Alors, bonjour et bienvenue pour le deuxième webinaire. Le deuxième webinaire de série Le racisme à l'égard des personnes noires et la santé publique. L'accessibilité. Tout le monde qui voit ce webinaire, elle puisse voir le sous-titrage en anglais sur l'écran Zoom ou si vous préférez via l'URL fournie dans la boîte du discussion. Pour ceux qui se joignent en français, En anglais, avec sous-titrage et traduction simultanée en français. Si vous souhaitez écouter en français, veuillez cliquer sur l'icône L'interprétation en bas de votre écran. Il s'agit d'une petite icône qui ressemble à une globe. Vous pourrez alors rejoindre le canal français pour écouter la présentation en français. Je vous laisse une petite pause pour le faire maintenant. Welcome to the second webinar on the anti-Black racism. Bienvenue. Deuxième webinaire, le racisme à l'égard des personnes noires et la santé publique. C'est le centre collaboratif de Black Health Education Collaborative, le centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Je m'appelle Pema Muzumdar et je suis ravi d'être votre hôte pour cette série. Je suis spécialiste de l'adaptation des connaissances au centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, qui est situé, qui est maintenant connu sous le nom d'Algonquish de Nouvelle-Écosse, Mi'kmaq, le territoire ancestral des non-cédés du peuple d'Antigonish de Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par les traités de paix et de l'amitié des Mi'kmaq et de Woluwegwe, les peuples qui ont signé la première fois avec la couronne britannique les traités en 1725. Les Mi'kmaq qui ne traitent pas de la cession des terres et des ressources euh, et qui reconnaissent en fait le titre Mi'kmaq et Woluwegwe et ils établissent les règles de ce qui devait être une relation continue entre nos nations. Je prends cette reconnaissance de la Terre comme l'engagement de comprendre mieux la vérité de l'organisation et comment on pourra s'engager mieux en sein de réconciliation. Je pense que c'est important aussi de dire que sur la terre de Québec, qu'on a eu le mandat, on a eu aussi de l'esclavage, des peuples de Mi'kmaq qui étaient mis en esclavage, en servitude, par les territoires qui s'appellent maintenant Nouvelle-Écosse. La colonisation a fait beaucoup de mal aux peuples autochtones et aux peuples noirs. Et puis, c'est important, personnellement et spécialement, c'est important car le centre que je représente, le CCNDS, reconnaît cela comme les parts qui mènent aux problèmes de santé. On est très, très, très heureux de faire ces séries de webinaires en partenariat avec le Black Health and Education Collaboration, avec la communauté des personnes noires, même au dehors de ce webinaire. Et beaucoup de personnes suivent ces événements. Alors, le 1er de février, on a eu le premier séminaire. Merci pour ceux qui ont joint et bienvenue à ceux qui ont rejoint aujourd'hui. Je vous encourage d'écouter les premiers webinaires. On peut l'entendre, on peut écouter dans le site web. Je vais y mettre le lien. Et puis, je mettrai aussi dans le dernier, le lien pour le deuxième webinaire. Les questions seront mises à la fin et je vous encourage d'aller en bas de l'écran et puis voir laquelle version de vous avez et puis trouver les questions et les réponses. Faites un clic et vous pourriez toujours écrire vos questions. Vous pouvez écrire vos questions pour comment adresser, comment faire la disruption du racisme contre les personnes noires. La première webinaire, ça a augmenté beaucoup mes connaissances en ce qui a trait les connaissances, les choses connues et non connues, ce qui est bien connu comme les territoires de l'île de la Turquie, bon, c'est-à-dire au Canada. C'est bien mis dans nos engagements dès le début. Alors, on va créer l'espace pour réfléchir sur beaucoup de modes dans lesquels le racisme contre les personnes noires, ça continue d'être maintenu dans la santé publique et dans d'autres grandes séries,
de la part de la santé. Comment ça agit et qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Comment agir? Mais on a beaucoup des actions qu'on pourra prendre si on veut. Il inclut de repenser de nos idées, de comment des choses vont maintenant, et puis essayer de voir ce qu'il faut changer et ce qui se passe en normalisation ou bien des disruptions contre le racisme, contre les personnes noires dans le système de santé. Alors, un peu de l'histoire de comment on voit le racisme contre les personnes noires. Aujourd'hui, on va parler des impacts de l'injustice sociale et physiologique. On a les trois personnes de cette session, Dr. Michonne Dryden, Dr. Oni Norom, Dr. Omishore Dryden, femme queer noire et professeur Gray, est titulaire de la chaire James R. Johnson et en études des personnes noires et canadiennes à la faculté de médecine. Directrice intérimaire du nouvel institut de recherche sur les études des personnes noires sur l'université Dalhousie et co-directrice de la nouvelle organisation nationale, le Black Health Education Collaborative. Dr. Dryden participe à des travaux d'érudition et de recherche interdisciplinaires axés sur les communautés LGBTQI noires, les systèmes de dons de sang du Canada, de racisme anti-personnes noires dans les soins de santé, l'éducation médicale, élaboration du contenu de programmes d'études de la santé des personnes noires. Dr. Dryden a publié dans des revues évoluées par des pairs et des collections des livres qui a édité une collection avec Dr. Suzanne Lennon, Disruption de l'inclusion queer canadienne, les politiques d'appartenance, les commentaires co-auteurs avec Dr. Oni Norom, le temps de démanteler les racismes systémiques contre les personnes noires en médecine du Canada, 2021, dans le journal de l'Association médicale canadienne, JAMC, et l'article intitulé qui a affaire de la médecine, les études sur les Canadiens noirs et dans l'éducation médicale, dans le Forum spécial sur les études noires du Canada, dans la revue universitaire Topia, Canadian Journal of Cultural Studies 2022. Dr. Onin Rom est médecin de famille et spécialiste en santé publique et en médecine préventive. Elle a été directrice adjointe du programme de résidence de santé publique de médecine préventive de l'Université de Toronto et responsable du thème de la santé d'une personne noire à la faculté de médecine de l'Université de Toronto. En tant que responsable du thème de la santé des personnes noires, elle a été chargée d'élaborer le contenu éducatif pour enseigner aux étudiants en médecine de la santé des Canadiens noirs et les inégalités dues au racisme systématique. Elle est aussi également consultant clinique pour la clinique de dépendance. Et puis, c'est tellement bien de vous voir, Dr. Norman et Dr. Dryden. Dr. Dryden, c'est à vous première. Merci, merci. Dès que vous êtes, voilà, c'est mon diapo. Dès que vous êtes prête, c'est à vous le micro. Merci. Oui, je vais cesser de partager mon écran. Alors, c'est à vous, Dr. Dryden. Oui, merci. Bonjour ou bon matin tout le monde. Bon, ça dépend d'où vous vous trouvez. Je suis heureuse de revenir de chez vous cette fois-ci aussi bien. Et encore une fois, Dr. Norm et moi, nous allons présenter aujourd'hui. Voilà, le suivant, s'il vous plaît. Diapo suivant. OK. On va parler aujourd'hui, comme on vient de dire, considérant les conséquences sociales et physiologiques sur l'injustice, et puis un peu de l'information pour la session troisième, qui sera le 29 du mars. On va voir déraciner le racisme contre les personnes noires. Alors, les collaboratifs, reconnaissance des terres et des peuples autochtones dans toute l'île, l'autodétermination et la lutte avec le colonialisme, reconnaissance des territoires comme Huron-Wendat, Haudenosaunee, Mississauga de Crédit River, Cree, Ojibwe, Dakota, Den, Anishinaabe et la maison et la terre des nations métis, Canadiennes et Mi'kmaq. On se souvient bien que les Africains étaient retirés de leur terre et puis on sont portés ici à l'île
de tortue, un résultat de vente de l'esclavage transatlantique et les histoires du colonialisme, néocolonialisme qui continue de faire l'impact sur les personnes africaines et personnes de descendance africaine et le diaspora. On reconnaît que la violence raciale coloniale fait du mal aux personnes autochtones et de descendance noire et on reconnaît bien la responsabilité et nos obligations vers les peuples africains pour qu'ils puissent être bien sur ces terres-là. On voudra remercier tout le monde, reconnaître Halifax, Annie Missions, et je voudrais reconnaître les personnes noires de Nouvelle-Écosse et puis de vous reconnaître aussi que bien ceux qui étaient les communautés noires auparavant étaient ici. Et puis, c'est la santé publique et l'argumentation de santé publique qu'on utilise pour faire un grand bulldozer pour mal utiliser ces communautés. Alors, merci et pardon pour ce que bien le mal qui était porté à vous par la santé publique à place de mettre du bien. Je voudrais reconnaître aussi la relation continue entre les peuples autochtones et les gens noirs et les gens de l'Afrique. Et ça revient toujours au peuple autochtone parce qu'il était ici dès le début et il reste ici jusqu'aujourd'hui. Alors, ça change l'expérience. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Oui. Et puis, on vient de conclure l'histoire noire. C'était le mois, bon, avec beaucoup de choses intéressantes. Si vous êtes un étudiant, si vous êtes un professeur, si vous êtes noir, alors s'il y en a des choses à dire, alors c'était un mois très, très intéressant, beaucoup de choses à faire. Alors, Black Lives Matter, Black Queer and Trans Lives Matter, et en collaboration avec ces organisations, on voudra reconnaître qu'on est toujours dans les décades internationales pour les personnes de descendance africaine. Techniquement, ça va finir en 2024, mais encore une fois, c'est important de reconnaître que le Canada a été un des premiers pays de reconnaître ce jour-là, avec le Premier ministre Justin Trudeau. Ne reconnaissait pas cette réalité jusqu'à 2019. Et oui, certainement. Le suivant. Alors, on va être axé sur les objectifs, comme on vient de dire, les impacts physiologiques sur le racisme, reconnaître ces médecines basées sur la race et comprendre le racisme comme déterminant structurel de santé, reconnaître le racisme contre les personnes noires comme une violence latérale dans la santé publique et l'amplifier des voies communautaires et des solutions pour s'adresser vers le racisme contre les personnes noires, les défis et beaucoup de fois, pour bien du temps, on n'entendait pas tout à fait bien ces voix et on va le faire aujourd'hui au sein de nos séries. Diapo suivant, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de conflits d'intérêts à déclarer. Docteur Norm a mis ses conflits d'intérêts ici et certainement, bon, chaque fois que je vois ce diapo, je dis, bon, est-ce que moi, j'ai des conflits d'intérêts? Est-ce que je l'ai ou non? Alors, mais vous voyez, pour cette diapo, pour le moment, non. Alors, avant qu'on va au suivant, alors pour les CPD, on va les mettre aussi. Il faut faire ce qu'il faut faire, qu'on va faire pour diminuer le biais. C'est parce que j'ai parlé dans beaucoup de places en ce qui a trait le racisme, mais le contenu est toujours le même si on parle dans les lieux publics, dans les lieux privés. Bon, alors comment est-ce qu'on peut atténuer ce racisme un peu partout et je parle un peu partout pour de comment atténuer ça. Oui, c'est pas mon conflit, alors il faut pas que le dire parce que moi, oui, je parle partout et je suis heureuse de parler avec vous aussi partout en ce qui a trait à l'atténuation du racisme. On a eu ce diapo la fois passée et puis bon. En ce qui a trait à votre expérience, c'est une tellement bonne technique et merci Dr. Stephanie Dixon qui a introduit cela, cette action. Et puis, il y en a l'activité aussi bien. Alors, on va avoir des informations parfois difficiles pour
personnes de couleur, personnes noires qui trouvent l'information difficile et déclenchante parfois. Alors, faites tout ce qu'il vous faut pour prendre soin de vous, c'est-à-dire bon, aller prendre un peu de l'eau, prendre un moment au dehors de l'écran. Et puis, vous savez, bon, les contenus peuvent être bien trouvés difficiles, mais ce que je vous demande, c'est de continuer de vivre un peu dans cette situation, utiliser ces questions comme les questions pour vous poser. Bien, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça? Comment est-ce que vous êtes attaché à apprendre et désapprendre des choses? Et quels seront les pas à suivre après cela? La raison pourquoi on vous demande, bon, par exemple, si vous avez ce sentiment de ne pas être confortable, c'est que bien, vous pouvez parfois, bon, on peut se prendre pour les personnes blancs, par exemple, ils peuvent être non confortables, mais bon, je vous demande que vous répondez de cette mode. Puis voilà, le premier, multimètre. Je vais partager mon écran avec le multimètre. Et voilà, partage de l'écran. J'espère que vous avez eu l'opportunité de voir le code de QR parce que, bon, est-ce qu'il faudra revenir à ça? Mais on y a mis le lien dans la boîte à clavardage aussi bien. Alors, si vous manquez le code QR, alors allez dans la boîte à clavardage. Euh, euh, on a eu 477 personnes dans notre session d'aujourd'hui. En bas, vous voyez les quantités, bon, les comptes, combien des personnes elles ont déjà répondu. Essayons de voir les réponses de 400 ou quelque chose de genre, typiquement. Et la question est, quel du point suivant vous décrit de comment vous vous sentez sur la session d'aujourd'hui? La session, c'est encore une fois racisme envers les personnes noires, regard des conséquences sociales et psychologiques, physiologiques de l'injustice. Inconfortable, d'habitude, parfois, un peu, trop et toujours. Bon, encore une fois. Je sais que vous ne voyez pas le code de QR, mais si vous allez dans la boîte à clavardage, on y a mis le lien. Alors, peut-être, bon, on pourra aussi bien partager le lien, encore une fois, dans la boîte des questions et de réponses pour les personnes qui ont posé les questions. Oui, ce sera bien. Merci. Encore une fois, c'est une question très importante. On vient de le poser la dernière fois et on vient de le poser maintenant. Parce que si vous n'êtes pas confortable ou si vous ne voudriez pas y parler, alors c'est un bon mesure parce que alors ça peut réfléchir sur ce qu'on fait. Bon, est-ce qu'on voudra parler sur cela? Est-ce qu'on est intéressé de parler sur cela? Et si si vous pensez de non, alors euh, bon, n'écoutez pas les conversations si vous êtes les personnes à prendre des décisions parce qu'on ne voudrait pas que vous faites l'obstruction de cette pièce, mais si vous êtes confortable et vous essayerez de devenir plus confortable avec cela, oui, je vous prie, restez avec nous. On vous a, puis on est ensemble. C'est très important de penser d'une manière critique de comment vous allez vous sentir au sein de ces conversations. Parce que si on est capable de mesurer de comment on se sent, ça pourra nous donner la possibilité de prendre des actions. Alors, on a 314 pour le moment qui ont voté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter? Je pense que maintenant, on a 184, 185 pour qui sont confortables, normalement confortables. Bon, mais en tout, la majorité des gens qui ont répondu, je vois 26, bon, ils sont bon, plutôt bon, confortable de voir la conversation ou de faire cette conversation, d'être dans le continuum de cette conversation. Ça, c'est bien. Bon, je vais avancer à les diapos. Et merci. Merci d'avoir répondu à ça. Et maintenant, on va vous poser des questions. Bon, c'était votre travail à domicile qui ont eu la session le mois passé. Et si vous n'y étiez pas, alors ça va. Mais bon, euh, on va prendre un peu de temps de penser quel est votre rôle en adressant le racisme contre les personnes noires. Quels sont les trois mots-clés que vous utilisez pour décrire votre rôle?
en adressant les problèmes du racisme contre les personnes noires. Alors, écrivez dans le boîte à clavardage, encore une fois. On a 483 personnes. Alors, peut-être tout le monde a l'accès pour le lien maintenant. Peut-être 30 personnes n'ont pas répondu la dernière question. Alors, si on pourra faire de 5 de plus, par exemple, parce que ce que ça fait, cela nous permet de savoir que vous êtes engagé avec les matériels, avec ce qu'on vous donne, et ça nous donne de bonnes possibilités de le mesurer aussi bien. Voilà, les réponses. Les réponses, oui, glitching, les glitches, bon, beaucoup de gens viennent et partagent, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Si on pourra mettre les mots dans le mentimètre et pas dans la boîte à clavardage, et si vous n'avez pas ce lien, alors si quelqu'un pourra aller avec ces deux questions dans les questions-réponses et de partager ce lien avec les personnes dans la boîte des questions-réponses pour qu'on puisse être capable de vous demander d'aller vers ce lien et de mettre les mots directement dans le mentimètre. 230, voilà, docteur Noram, regardez, les chiffres augmentent. C'est quoi? Oui. Il y a certains mots qui se répètent par des gens, c'est la lutter pour apprendre, visiter, puis qu'est-ce qu'il y en a encore? La responsabilité, l'engagement. Il y en a des liens spécifiques pour Mentimeter. Ah, voilà, oui, ça y est. Merci. Merci, Lise, pour l'avoir porté ici. Bon, Alicia, bon. Quand on prend de prendre l'action et éduquer, apprendre, désapprendre, on vient de parler sur cela, et puis amplifier les voix des personnes noires, comprendre, oui, très bien, regardez, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et les conspiratrices, conspirateurs, ah bon, j'aime ça, le mot. Bon, le mot responsabilité, j'aime, oui, lutter contre, absolument. La détermination, oui, engagement, la responsabilité, reconnaître ce qui se passe, donner de l'espace, revenir un peu en bas, en derrière, collaboration, déconstruction des idées, des pratiques. Fantastique. Quelque chose d'autre qui est là pour vous? D'autres mots intéressants, docteur Noram? Non, j'aime voir comment ça bouge. Bon, je voudrais l'envoyer à la groupe un peu plus tard. Peut-être je vais vous envoyer tout à la fin. Oui, voyons ce qui se passe. Eh bien, est-ce que j'ai répondu à la question suivante alors? Pas encore? Merci beaucoup. Et comme je vous disais, on le répète cette fois-ci, on ne peut pas parler d'antiracisme si on ne parle pas de racisme vis-à-vis des personnes noires. Et dans cette session, on veut vraiment s'ancrer profondément dans la compréhension de la façon systémique dont le racisme est structuré, le fait que le racisme est un fait, qu'il est encore bien vivant, c'est une réalité qui nous entoure. Donc, le racisme à l'égard des personnes noires. Et puis, quand on parle euh, de la théorie critique sur la race, tout ça, ce sont des réalités et ça a un impact sur nos vies. Et puis, on veut parler également de comment comprendre qu'il y a toute une série d'applications de cet antiracisme qui vient de toute une tradition noire. Donc, on veut s'assurer que de tout ça, ça découle des mouvements radicaux noirs et des différentes voies et pratiques qui existent depuis très longtemps. Alors, c'est important de s'arrimer à tout cela. Alors que l'on identifie les mécanismes du racisme à l'égard des personnes noires, on se rend compte qu'il y a d'abord des inégalités raciales. Et donc, on a parlé de remettre en question nos normes, nos structures, nos politiques, voir comment les politiques aussi ont un impact là-dedans, les pratiques aussi, le fait par exemple qu'on n'a pas de clinique ou de clinique disponible dans tous les quartiers pour que ce soit accessible à des personnes de descendance africaine. Et puis les valeurs, croire aussi que le racisme est quelque chose d'uniquement individuel, alors que c'est la réflexion d'une réalité systémique. Et puis, bien sûr, le changement, les virages au niveau
des valeurs pour pouvoir avancer dans les engagements anti-racisme. Et puis, déconstruire la suprématie blanche dans la pratique de la santé publique. Ça, c'est un élément central. Je pense qu'on a manqué une étape. Alors, merci. Donc, quand on parle de la théorie sur la critique de la race, donc quand on regarde cette image de comment avancer, comment devenir plus conscient de ce qui se passe et développer donc ces outils, ces capacités pour que l'on puisse intervenir et prendre des décisions conscientes pour déconstruire le racisme là où il se manifeste. Alors, on ne peut pas simplement être passif comme dire que l'on ne voit pas les couleurs, qu'on ne distingue pas les couleurs ou qu'on est objectif. Derrière tout cela, il faut aller plus loin et poser des gestes, des actions. Alors, il y a toute une série de pas que l'on peut, d'actions que l'on peut poser pour agir de façon bien concrète pour contrer le racisme, pour s'attaquer au racisme. Alors, la suprématie blanche dans la pratique de la santé publique. Donc, c'est pas seulement comment ça se représente concrètement, mais aussi ça peut être lorsqu'on se trouve sur la défensive ou ça peut être plus subtil. Donc, c'est important de voir tous les exemples qui illustrent cela et penser aussi aux mythes autour de l'objectivité des soins de santé, par exemple, ou les soins de santé qui sont axés uniquement sur des bases scientifiques. Et parce qu'il ne faut pas oublier que ça aussi, ça reflète la suprématie blanche. Et puis, pensez aussi aux privilèges qui viennent avec le fait d'être blanc. Le fait que lorsqu'on est blanc, ça facilite l'accès et facilite l'accès à certains services auxquels les personnes noires n'ont pas accès, par exemple. Alors, c'est important d'évaluer, de faire le point de tout cela. On estime que c'est important pour développer des politiques concrètes avec des actions qui sont attachées. Il faut s'assurer d'abord que ce soit pas juste une question d'accès équitable, mais qu'il faut aller plus loin, démanteler les obstacles qui empêchent l'accès et qui dans le fond, enlève les possibilités d'avoir accès à un mieux-être ou avoir des meilleurs soins pour les personnes noires. Je m'excuse, j'ai perdu un petit peu le fil, dit le docteur. Alors, je vais en parler un petit peu seulement parce que je pense que Dr. Norum est sans doute mieux placé que moi pour en parler. Mais dans cette série de webinaires, on vous offre des ressources et des devoirs aussi à faire à la maison. Et on vous demande aussi de comprendre ce que vous ne savez pas et comprendre aussi ce que vous pensez savoir ou vous considérez naturel, normal. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est de là que naît le racisme systémique. Et c'est important d'identifier aussi quelles sont les expressions de la suprématie blanche pour pouvoir la déconstruire et pour pouvoir agir de façon active. Alors, on commence par se poser ces questions-là pour pouvoir désapprendre ces pratiques qui vont nous donner l'espace pour apprendre de nouvelles pratiques qui soient plus inclusives. Merci, Dr. Dryden. Alors, donc là, on a la liste des compétences de la pyramide de Miller. On se rend compte que la plupart du travail n'est pas clinique pour les personnes noires. Alors, c'est juste une constatation. C'est un cadre qu'on utilise dans la médecine lorsque l'on parle de pratique. Alors, si on devait enseigner dans le cadre de la pratique, on se trouve vraiment tout en bas de la pyramide, c'est-à-dire aux premières étapes de l'apprentissage. Et ça, c'est important parce que dans le travail que vous voulez faire pour démanteler le racisme, c'est important
d'y aller par étapes. Et comme tout praticien, si vous n'êtes pas certaine de quoi vous devez faire, allez chercher des personnes qui ont plus d'expertise autour de vous. Et tout en restant engagé par rapport au fait que, oui, on peut faire des erreurs, mais au bout de la ligne, on veut apprendre et on veut agir. Mais ce n'est pas en participant à un webinaire qu'on va pouvoir devenir un expert. Donc, ça, c'est aussi le message qu'on voulait laisser. Souvent, on voudrait devenir expert rapidement. Donc, c'est plus progressif. Alors, c'est important aussi d'aller consulter des experts, des personnes qui ont plus d'expérience au fur et à mesure qu'on apprend. Alors, le racisme systémique comme déterminant social de la santé. Dans le contexte canadien et je dirais de façon générale dans le contexte occidental, le racisme n'a pas vraiment été considéré comme un déterminant social, surtout ici au Canada d'ailleurs, jusqu'à récemment. Donc, c'est important de comprendre d'abord ça. Donc, c'est important d'aborder cet enjeu-là. Alors, on va parler des influences sociales, de l'impact social qui résulte du racisme vis-à-vis des personnes noires. Ensuite, on va parler du racisme, de comment il se manifeste, le racisme, et puis les résultats, les conséquences, qui nous intéressent encore plus. Alors, je vais utiliser des exemples cliniques et non cliniques pour illustrer ça, et pour trois raisons, en fait. Donc, de temps en temps, on va arriver au niveau individuel, même si la santé publique se concentre sur la population au sens large. C'est aussi parce que au bout de la ligne, la formation clinique a une influence sur l'histoire de la santé publique aussi parce qu'il faut comprendre quels sont les clients que l'on dessert et comprendre quelle est leur expérience vis-à-vis de l'antiracisme. Et puis, finalement, on va parler de la violence. Et donc, parfois, si vous écoutez cela, et vous n'êtes pas noir, par exemple, ça va avoir un impact sur vos collègues noirs qui écoutent et vice-versa. Vous ne vivez pas les choses de la même façon. Vous n'êtes peut-être pas conscient de tous les éléments qui ont un impact sur vous. Donc, ça aussi, c'est important d'en prendre conscience. Alors, donnez-vous la chance de débriefer après le webinaire avec d'autres personnes. Parce qu'on va parler du traumatisme aussi, du racisme à l'égard des personnes noires. Donc, ça peut avoir des conséquences à différents niveaux. Donc, avant, on a parlé de suprématie blanche et de racisme à l'égard des personnes noires. Mais avant ça, on va remonter un petit peu sur les influences historiques et sociales et voir comment le racisme structurel s'est se manifeste. Alors, on répète, on le dit, on le répète, mais ça, c'est très, très important. Et donc, c'est très important parce que ça a des ramifications dans toutes les discussions qui ont trait à la santé. C'est très important de comprendre que la race, c'est socialement construit. Et donc, c'est une construction sociale, en fait, une pensée qui a été construite. Donc, par exemple, dans ce cas, cette personne ne serait pas considérée noire dans le contexte africain, mais il est considéré noir dans d'autres contextes à majorité blanche. Donc, encore une fois, la race, c'est une construction sociale. Ça part de l'observation des phénotypes de la peau, des cheveux et des traits, et on arrive à toute une série de conclusions qui ont trait à la biologie. Et encore une fois, ça a un impact dans la santé publique parce que ça se traduit dans certaines disparités entre les communautés. Parce qu'on commence à voir certaines communautés comme si elles étaient, entre guillemets, condamnées à être d'une certaine façon à cause de leurs origines. Alors, quand on parle des disparités, on ne parle pas des injustices structurelles, de la colonisation, du racisme anti-personnes noires systémique. Et tout ça, ça a un impact dans les disparités. On fait simplement des listes de disparités souvent et on se dit, voyons voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, il y a des pièces du casse-tête qui manquent dans l'analyse de la situation. Alors, il faut remonter à la perspective de base qui est celle que tous les êtres humains sont
égaux. Donc, les disparités que l'on constate, que ce soit dans les déterminants de santé ou d'éducation, sont liées à des injustices structurelles, et surtout vis-à-vis des populations de race noire. Donc, étant donné que le concept de race est né au moment de la révolution scientifique, et donc il est profondément ancré à la façon dont on aborde non seulement la médecine, mais la santé publique. Et ça, c'est très important de l'aborder parce que c'est la base pour aller chercher des solutions et les bons programmes pour pouvoir donc contrer les disparités liées au racisme, qui découlent du racisme. Alors, si vous avez déjà écouté les présentations que j'ai faites, je donne beaucoup d'exemples dans la littérature pour prouver, pour montrer pourquoi la race n'est pas un élément biologique. Mais là, on est rendu au 21e siècle. On espère avoir appris aussi de la dernière pandémie. Donc, on a compris maintenant que les conditions sociales et les contextes sociaux sont ceux qui déterminent également les sensibilités d'une population ou une autre aux infections, par exemple. Et puis, il y a toute une série d'études qui ont été faites, notamment celle-ci, que je vous conseille de lire sur la race, le racisme et la politique du 21e siècle en matière de médecine. Donc, on est tous d'accord sur le fait qu'on dénonce le racisme comme une menace profonde et que cela est également un appel pour l'élimination de la race comme un déterminant par rapport aux ancêtres, à la génétique, à la biologie, dans l'éducation médicale, la recherche et la pratique clinique. Donc, maintenant, non seulement on voit davantage de personnes noires à différents niveaux de responsabilité, différents postes de responsabilité, et donc, c'est important d'aller plus loin, de pousser. Donc, on a tous les éléments dans la littérature, tous les éléments qui nous prouvent que les disparités ne sont absolument pas biologiques, mais qu'elles sont liées, qu'elles découlent d'un racisme structurel et systémique. Donc, c'est notre histoire, notre culture qui nous a permis de faire cette erreur terrible dans la santé publique, qui est de remettre la faute sur la communauté qui est frappée par la violence structurelle, en fait, qui est victime de cette violence structurelle. Donc, dans ce diagramme, on illustre pas seulement le racisme vis-à-vis des personnes noires, mais c'est toutes les formes de racisme. Donc, on utilise la population noire comme un exemple pour illustrer notre point. Donc, quand on parle de racisme structurel, je ne parle pas vraiment des biais ou des préjugés inconscients, parce que pour les personnes qui sont victimes du racisme, que le racisme soit conscient ou inconscient, l'impact au bout de la ligne est le même. Donc, c'est pas pertinent. Alors, il y a 3 niveaux de discussion. Niveau individuel ou niveau intériorisé, c'est-à-dire lorsqu'une personne qui fait partie d'un groupe racialisé intériorise les stéréotypes vis-à-vis de soi-même. Et souvent, c'est le cas d'une personne qui grandit dans un pays, par exemple le Canada, où il est racialisé vis-à-vis d'une personne qui arrive et qui migre d'un autre pays. Dans ce cas, cette personne a moins de chances d'intérioriser les stéréotypes parce que la personne n'a pas grandi dans cette société. Donc, c'est très différent si vous travaillez avec une personne qui a grandi ici, comme moi-même ou mes enfants, et son expérience du racisme et la façon dont ils voient les stéréotypes vis-à-vis de leur groupe, vis-à-vis d'une personne qui immigre, qui arrive d'un autre pays où il se trouvait majoritaire, disons, dans un contexte majoritaire. Ensuite, on a également donc le rapport avec les médias, parce que ce qui est vraiment le plus important, c'est le racisme systémique. C'est là-dessus que je vais me concentrer parce que c'est ce qui a le plus gros impact au niveau de la population. Mais quand on parle d'individuels intériorisés ou interpersonnels,
la pointe de l'iceberg que l'on voit dans le domaine de la santé, c'est ça. Donc, en fait, ce sont les personnes qui qui se sont fait entendre dans les médias sociaux pour parler, pour partager leur expérience. Et donc, des personnes aussi qui ont les moyens de pouvoir témoigner de leur expérience de racisme. Donc, c'est le cas de John Reaver, un jeune homme qui avait un certain nombre de symptômes, qui a été à l'urgence et qui a été testé pour une méningite, mais suite à cela, il a eu d'autres problématiques. Donc, après sa ponction lombaire, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à avoir des douleurs chroniques. Il était à plusieurs départements, à plusieurs services de la santé, et il a été traité comme s'il avait un problème d'addiction. Et donc, à un moment donné, quand il s'est tourné vers les médias sociaux, il a dit, je ne comprends plus, je ne sais pas ce qui se passe, et il était désespéré. Donc, beaucoup de gens, quand ils l'ont entendu, ont dit, c'est exactement ce que l'on vit, nous aussi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce que beaucoup de personnes de couleur, de personnes noires font, c'est qu'ils s'habillent bien pour aller à l'urgence pour pouvoir être mieux considérés. Donc, on arrive à ces extrêmes. Alors, pour une personne qui a la tuberculose ou qui a le VIH, comment est-ce qu'ils sont traités dans un contexte de soins de santé? Donc, tout ça, ça représente juste la pointe de l'iceberg. On connaît tous l'histoire de Joyce Echaquan également. Et ce sont juste certains cas. On se dit, ce n'est pas juste dans certains milieux que ça arrive partout. C'est juste que les gens n'ont pas toujours la capacité de faire entendre leur voix. Alors, on va revenir ensuite dans le contexte de la pandémie. Oui, on parle toujours des noms des personnes qui ont eu des suicides après s'étaient refusé le soin à Saskatchewan, quand elle a eu l'expérience de crise santé mentale, était retirée d'une manière forcée par des agents de sécurité quand elle demandait tout simplement pour l'aide. Alors, c'était pas considéré comme le racisme contre les personnes noires, bon, mais c'était un des facteurs que bien l'hôpital devait s'adresser. Encore une fois, bien, revoyez ça dans le contexte du public. Les choses se passent, mais bien les gens n'ont pas l'opportunité d'aller vers le média social comme Samuel Uko a fait et sa famille a fait. Et puis, vous savez, bon, des gens, ils ont eu du mal, ils sont morts car il y en avait une autre couleur de leur peau. Maintenant, on va aller dans la part principale. Oui, on a celle interpersonnelle et de comment s'adresser auprès de vos patients et clients, mais racisme systémique. Voilà, c'est les maladies. Individuel, interpersonnel, ce sont les formes de racisme qu'on voit, mais ils sont seulement les symptômes d'une grande maladie qui est racisme systémique. Et quand on parle de ce racisme systémique, il faut penser à des niveaux structurels et institutionnels, toutes les choses qui nous permettent, encore une fois, vous le voyez, vous voyez les rapports de santé publique où même si la race n'est pas requise, on sait les données géographiques dans votre région, vous savez comment les disparités se jouent et puis ça est toujours synchronisé, ça se répète toujours et toujours, toujours. Et c'est pas parce qu'il y en a biologie ou bien déterminant social de l'éducation qui marche au-dessus, mais car on habite dans une terre qui a été trouvée, qui était basée sur les principes des Européens blancs, qu'il était supérieur et dans l'apparence ou dans leur culture ou dans leur religion, tout cela. Alors, c'était l'idée. Puis, cela a donné la base pour le module de l'histoire, la base pour la disparité qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le privilège et les désavantages qui n'étaient pas gagnés. Eh bien, il faut lutter contre ça et si on le fait, alors si on ne le fait pas, on va continuer la maladie de se jouer partout au sein de nos institutions. Alors, c'est très important de traiter la maladie même. Encore une fois, il faut penser à ce que Dr. Drayden a dit, les politiques, les pratiques, les valeurs.
tout cela, on a besoin d'adresser, démanteler et puis reconsidérer du point de vue de l'anti-colonial, anti-racisme. Autrement, par défaut, ce sera toujours un racisme systémique, c'est-à-dire le mal qui va venir aux gens. Et on va y parler du mot à droite. Alors, ce n'est pas encore de la part de formation, pas seulement du faisant la formation du préjugé conscient, non conscient, mais c'est un processus actif de lutter contre. Alors, voilà, si on a, disons, une personne qui est diabétique, peut-être elle puisse être traitée. Bon, par exemple, on peut avoir des ulcères, on peut traiter les ulcères, mais les ulcères vont continuer de réapparaître si on ne mène pas la lutte contre la maladie principale, le diabète. Alors, si vous voyez vos politiques structures et commencez de changer celle-là. Puis, on va aller, bon, les résultats des systèmes dans un moment, mais on a une pause du multimètre maintenant. Voyons les codes QR d'y être mis. Bon, maintenant, c'est un code QR juste un moment par Dr. Dryden. Alors, prenez ce code QR. Si vous n'êtes pas la personne de QR, alors ne vous préoccupez pas. On va mettre le lien dans la boîte à clavardage. Oh, c'est déjà là. Alors, je vais fermer ça et je vais permettre à Dr. Dryden de partager l'écran. Voilà. Comment est-ce que je le retire? Bon. Et repartage de l'écran. Comment ça se fait? Envoyer. OK, très bien. Maintenant, vous pourriez aller dans les questions suivantes. Quand vous venez auprès d'une réunion de leadership, quand les décisions sont faites beaucoup de fois par... combien de fois les personnes blanches sont en tendance auprès de vos réunions de leadership? Alors, j'espère qu'on pourra aller jusqu'à 400 personnes participants parce que pour ces questions de multimètre, c'est important pour nous de savoir qui est là, assis aux tables, qui s'est engagé auprès des réunions de leadership qui est présent. Combien de fois les personnes blanches, elles sont présentes? On voit bien que beaucoup de fois, bon, il y en a ou parfois ou toujours. Alors, 321 maintenant réponses. Alors, essayons d'avoir 400 réponses. Qu'est-ce que vous pensez? Et pendant que ce qui se passe, on va demander au docteur Norm des revues des questions et des réponses, juste d'une manière assez vite. On va essayer de s'en souvenir en allant en avant. Bon, continuez, 300 quelque chose, continuez à répondre. Un des modes avec lesquels on pourra adresser les barrières systémiques qui sont présentes, c'est vraiment de nommer, quand on voit la représentation auprès de notre niveau de décision, aux tables de prendre des décisions, si on ne veut pas bien les nommer et identifier qui est vraiment là à table auprès de ces réunions, alors on va essayer de prendre d'autres possibilités et ne pas faire la disruption. Et oui, cela, bon, ça mène à manque d'objectivité, au problème de racisme, des problèmes de ne plus voir les couleurs, et bien au ces niveaux de prendre des décisions. Bon, j'espère vraiment que 400 personnes au moins pourront répondre. Et puis, ça va toujours aller à cette question de laquelle le docteur Norm vient de parler, c'est de comprendre que le racisme, ce n'est pas la réalité biologique, c'est la construction sociale, quelque chose qui a été créé comme racisme, mais ça vient aussi de pourquoi il faut se désabuser en ce qui a trait à la valeur de l'objectivité ou du daltonisme. Après qu'on dise que bien les gens, elles ont du daltonisme envers ces questions parce qu'ils ne savent pas comment confronter ou parler du racisme au sein de la pièce. C'est bon, difficile de se sentir les nécessités tangibles du racisme systémique. Alors, ces questions, cela nous permet de venir auprès des questions tangibles du racisme systémique. 367. Alors, vous voyez, seulement certains des gens, elles ont dit que rarement c'était les gens blancs à table de prendre des décisions. Et puis,
Quand on parle des personnes noires, autochtones, des agences des personnes de couleur, de santé, centres communautaires, etc., des choses de genre, mais beaucoup de plus. On voit 90% bien, de tous ceux qui ont répondu à cette question, ils ont dit que bien, à la table des réunions de leadership, quand on prend des réponses, alors il y en a toujours des personnes blanches. Alors, question suivante, quand venez auprès de ces réunions de prendre des décisions, combien de fois les personnes en noir, elles sont en tendance? Encore une fois, il faut comprendre comment les barrières systémiques font opération, comment elles travaillent, quels sont les protocoles qui sont développés, les décisions prises, les fonds être baillés. Il faut s'assurer qu'on comprend d'une manière très tangible qui était là auprès de ces réunions de prendre des décisions et des réunions des leaders, des chefs de file. Alors, encore une fois, 200 quelque chose. On a 496 participants. Alors, je vous demande vraiment de répondre à ces questions. Les versions, elles sont comme toujours bon. Là, de comment s'engager de ces conversations, ça nous assiste beaucoup. Les réponses sont toujours, parfois, jamais et rarement. On voit l'opposé. On voit bien l'opposé. Bon, beaucoup moins de personnes qui disent toujours qu'il y en a des personnes noires toujours en tendance et beaucoup plus des réponses que rarement, parfois et jamais. Voilà, encore une fois, on vous demande au moins, bon, encore 70 personnes de répondre. Répondez à votre ordinateur, à votre cellulaire, oui. Ce que vous pourriez faire, eh bien, on n'a pas encore trop du temps, alors faites-le. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, pour qu'on puisse voir les résultats, et puis j'ai une autre question, la dernière question que je vais poser maintenant. Alors, euh, encore une fois, bien, pendant ces réunions, combien de fois le racisme contre les personnes noires spécifiquement, d'une manière spécifique, explicite et compétente, sont adressés par vous ou par le chef de l'équipe de votre organisation? On pourra voir bien d'une manière compétence, d'une manière différente. Parfois, les personnes noires et non noires vont dire, bon, on l'adresse d'une manière de bonne confiance et les personnes noires vont dire non, pas tout à fait. Alors, il faut penser d'une manière critique de comment faire la session contre le racisme quand on parle spécifiquement et quand on l'adresse d'une manière de bonne compétence. C'est-à-dire explicite, ça doit être adressé d'une manière spécifique, explicite et aussi bien d'une manière sûre. La plupart disent bon, jamais ou rarement ou vraiment parfois. Alors, la première question, est-ce que vous êtes prêt à la conversation? Bon, je ne suis pas sûr si je suis confortable. Et puis, cette question, est-ce que ça se passe vraiment? Peut-être ces deux questions, on peut le mettre ensemble parce que si vous êtes confortable de prendre la conversation et d'une manière explicite, comment on pourra l'adresser d'une manière compétente, explicite et spécifique? Alors, si on s'auto-identifie, et on y va. Est-ce qu'on pourra flexer ses muscles et de le développer, ce type de conversation? Et puis, si vous êtes confortable, si vous pourriez le faire vraiment auprès de ces réunions, autour de la table et prendre des décisions des chefs de file. Voilà, je pense on va. Bon, on peut cesser de partager l'écran, on pourra continuer. Merci, merci. Bon, j'ai vu les questions et les réponses. On a des questions assez complexes. Il y en a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre d'une manière vite. Alors, je vais toucher certains de ces questions. La collection des données basées sur la race et d'autres. Bon, je vais toucher certaines de ces questions à chemin faisant, vers la fin aussi bien. Et puis, on va voir. Bon, partage de l'écran encore une fois. J'aime que j'ai eu les questions sur comment recueillir les données basées sur les races. Voilà. Le point excellent. Alors, on revient ici. On revient sur nos pas et voyons.
Oui, il faut recueillir les données basées sur les races et puis d'une manière abordable, d'une manière respectueuse des groupes qui veulent qu'on les recueille. Par exemple, les collègues autochtones, ils sont un peu la position différente, mais bien, pour les communautés noires, bon, on a les principes qui capent l'engagement, la gouvernance et puis comment cette information peut être utilisée. Mais nonobstant, il faut qu'on y ait à la table parce que le recueillement, la collection des données, comme on sait pour la population noire aux États-Unis, aussi bien pour les communautés autochtones ici au Canada, beaucoup de fois, c'est utilisé pour renforcer les stéréotypes et renforcer les disparités et ne pas pour prendre des actions. Quand on fait un recueillement des données basées sur la race, alors c'est actuellement pour mesurer le racisme et on espère qu'une fois qu'on a les interventions pour démanteler ce racisme, de mesurer le progrès. Alors, c'est le contexte. C'est pas la race comme déterminant de santé sociale, mais quand on pose cette question, les associations canadiennes de santé publique, en termes de déterminants social, elles essaient de faire des questionnaires, des rapports de 2018. Alors, c'est-à-dire, ils veulent que ça change une fois, bien pour faire la lutte pour les changer. Mais il y en a des documents de santé publique ici au Canada et particulièrement, je suis familier avec ceux d'Ontario qui utilisent cet langage et particulièrement le CPHA d'une manière nationale. On a besoin de ces données et puis un des exemples que je voudrais porter, des déterminants sociaux de santé, où est-ce qu'on a ces données, où est-ce qu'on a les requis pour la disparité. Par exemple, le développement des enfants. Les exemples qu'on sait qu'en Ontario, euh, 40% des enfants noirs, ils ont plus de possibilités d'être investigués, puis à la maison ou à l'école. Et voilà, ce sont les racines du racisme contre les personnes noires. Et puis, éducation à Toronto, ça, on a des rapports qui demandent que TDSB a recueilli les données en 2011 que les enfants noirs, bon, ils ont 50 fois plus de possibilités de cesser l'école, cesser aller à l'école. Et puis l'expérience de hypervisibilité et d'invisibilité, c'est comme on l'appelle. Elles ont moins de l'opportunité d'être reconnus comme excellents, mais s'ils sont excellents auprès de leurs études, en accordance avec les examens standardisés par les éducateurs. Et puis, les contreparties blancs, ils sont bien reconnus comme les excellents avec les mêmes résultats, même avec le niveau provincial des standardisés. Et puis, l'hypervisibilité, bon, si un enfant noir fait les erreurs ou d'autres choses qu'il parle au sein de la classe, alors c'est plus de possibilités qu'ils vont être envoyés chez le directeur, d'être expulsés de l'école. En ce qui a trait à l'environnement social, on sait qu'on a surreprésentation des institutions correctionnelles, beaucoup plus que la population générale au Canada. Encore une fois, bien, on vient de voir comme l'explosion des 2016 à 2017, et puis on voit les diminutions graduelles. Alors, on a la politique qui sont et que peut-être vont être mis en place pour aussi diminuer cette croissance. Vous voyez, docteur Osmempa de l'Université de Toronto. Puis, on sait que bien, si cela n'a pas encore porté en bas des stéréotypes, bon, regardez les données des questionnaires à Montréal, spécifiquement l'emploi, par exemple, de 2016. Alors, les personnes noires avec le diplôme, ils ont le même niveau de l'emploi comme les personnes non noires qui n'ont pas complété l'école secondaire. Alors, vous voyez, quand vous venez auprès de ce pays, vous prenez de l'éducation, culture, tout ça. Vous avez ce type de l'éducation au sein du pays, mais nonobstant, vous voyez toujours l'impact sur les familles, l'impact sur les jeunes enfants. Si on voit que leur père a l'éducation de l'université et n'a pas de l'emploi au Canada et les décisions qu'ils vont prendre pour leur vie, alors ça a l'affectation pour toute la famille, pour comprendre comment le racisme contre les personnes noires fonctionne. Pour les résultats, c'est pas seulement de dire, bon, voilà, ce sont les déterminants de santé sociale, mais pour comprendre comment le racisme envers les personnes noires, bon, marche. Et ici au Canada, on sait que bien, les personnes noires au Canada, bon, chaque personne
personnes noires gagnent 75,6 centimes pour chaque dollar que les personnes non racialisées gagnent auprès de leur lieu de travail. C'est au Canada. Voilà, ça joue du rôle. Et puis sûrement, on vient de parler sur le racisme contre les personnes noires au sein de santé, mais si vous êtes à l'adolescent, alors comprenez, si vous vous souvenez d'être à l'adolescent ou si vous êtes à l'adolescent maintenant, être adolescent, c'est vraiment un temps très difficile. C'est un temps très difficile, un grand défi pour votre vie. Et puis, vous regardez les structures différentes de votre détermination de santé. Un jeune noir peut interagir avec tout ça en même temps, pas comprenant comment naviguer, pas comprendre pourquoi les personnes blanches, elles sont traitées comme telles, les sentiments d'être isolées parce que ils ont le racisme contre les personnes noires dans les rues, dans les salles de classe, dans leur travail, dans beaucoup de lieux multiples, et ils en font face toujours, à chaque jour. Et c'est voilà pourquoi c'est tellement important, comme particulièrement dans la santé publique, de penser des définitions des santé, des institutions de santé. Racisme institutionnel porte des disparités s'il n'y en a rien d'efficace. Oui, alors, la réponse, si vous en voyez, oui. Alors, les résultats inéquitables pour des différents groupes racialisés, alors ça va être différent. Ça va se jouer d'une manière différente pour tous les groupes, mais s'il y en a le manque de l'action de l'organisation, de le mettre sur l'appel pour le résultat équitable, alors oui, il faut voir les stéréotypes raciaux et pour cela, il faut recueillir les données. Pour cela, il faut faire quelque chose d'efficace. Vous ne serez pas capable de le faire si vous ne le nommez pas d'être le racisme. Alors, c'est l'appel à l'action pour toutes les institutions. Voilà, voyons, on va le faire d'une manière assez vite à la physiologie d'injustice. Je sais que nous ne sommes pas tous les cliniciens dans la pièce, mais il faut comprendre ce que les clients ont comme l'expérience et qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire quand ça vient au stress, le racisme, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique quand on parle de trauma. Et puis, c'est pas seulement pour vos clients, mais aussi pour les personnes racialisées sur cet appel. Ça fait l'impact de la vie au sein des institutions. Alors, il faut regarder tous les deux. Quand je parle des résultats en matière de santé, des impacts en matière de santé, on va parler des maladies chroniques, de maladies de santé mentale et l'accès aux soins. Donc, pour les conséquences indirectes, on en a déjà parlé avant, mais je vais y revenir. Donc, on va vraiment se concentrer sur les conséquences directes. C'est là que l'on sait vraiment qu'il y a du racisme qui se manifeste. Alors, le racisme, c'est une forme de traumatisme. Donc, c'est un stress découlant, ou en tout cas lié, associé à la race, et un traumatisme qui ne se passe pas simplement dans le contexte d'une rencontre interpersonnelle, mais également il y a d'autres traumatismes qui se passent dans d'autres contextes. Quand on lit les articles, on est le seul groupe en Amérique du Nord qui est exposé à des vidéos où on voit des personnes noires qui sont assassinées dans la rue. Et George Floyd n'est pas le seul. Il y a plusieurs études aussi qui montrent que c'est un traumatisme secondaire aussi sur les autres personnes noires. Et ça peut durer des mois et des années, dépendamment de l'exposition à ce genre de vidéos, parce que ça fait écho avec notre propre expérience de traumatisme, de discrimination dans notre quotidien. Ensuite, il y a les souvenirs ou mémoires personnelles ou historiques du racisme. Alors, par exemple, quand c'est le mois de l'histoire des Noirs, il y a toute une série de webinaires qui sont organisés où on invite les personnes à parler de leur propre expérience du racisme. Et c'est très difficile parce que c'est comme inviter quelqu'un à parler de son traumatisme sexuel alors qu'il n'est peut-être pas outillé pour en parler parce qu'il n'a pas le support nécessaire pour le faire. Et donc, même l'histoire, la mémoire de l'histoire personnelle, ça peut avoir des conséquences si on
la sollicitent alors que la personne n'est pas outillée pour le faire. Ensuite, il y a le racisme institutionnel, les micro-agressions qui sont un petit peu des agressions sur petite échelle, mais quotidiennes, répétées, que ce soit dans nos organisations ou à l'extérieur. Et puis, la menace constante d'une discrimination raciale. Donc, pour la personne, par exemple, qui se présente pour une entrevue de travail, il y a toute une série de préparations que les personnes font pour essayer de mitiger le racisme, que ce soit par rapport à leur aspect physique ou d'autres éléments. Donc ça, en fait, ça ajoute au stress de la personne et ça se cumule au stress pour la personne racisée. Et maintenant, avant, je disais, quand on parle du racisme intériorisé, c'est différent pour une personne qui, par exemple, je pense à mes enfants, j'ai des garçons de 5-7 ans et ils savent que lorsqu'ils arrivent à l'école, ils ont, par exemple, moins de contact physique. Et ça commençait bien avant la pandémie. Il y a moins de chances qu'ils soient, donc qu'on les serre ou qu'on soit proche d'eux. Donc, tout cela, ils l'absorbent. C'est sûr que moi, à la maison, j'essaie de le démanteler, mais ça fait vraiment partie de leur vie au quotidien. Et donc, quand ça se cumule, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, dans mon cas, j'ai grandi avec le racisme et j'ai 42 ans. Ça finit par avoir un impact en matière de santé mentale aussi. Et c'est différent lorsque il s'agit d'une personne qui vit le racisme et qui arrive de l'étranger ou dans son pays, elle est en majorité. Alors, donc, ça peut amener à des comportements et en fait à des conséquences en matière de santé majeures. Et c'est tout aussi simple que lorsque on pose aux personnes des questions continuellement par rapport à leur origine. D'où venez-vous alors que la personne est peut-être née au Canada? Alors, à force d'être martelée, ça a un impact. Ou bien lorsque l'on ne donne pas en fait, quand on ne donne pas de promotion. Par exemple, la moyenne des femmes noires sont payées moins que les autres femmes pour le même emploi. Donc, lorsque c'est vécu à répétition et que, par exemple, la personne est victime d'injustice et qu'elle voit que ses collègues ont des promotions alors qu'elle n'en a pas à cause de sa race, ça peut se cumuler à toute une série d'autres manifestations du racisme. Alors, le racisme sur base quotidienne est épuisant, absolument épuisant. Alors, on n'a pas nécessairement le temps de prendre du temps pour soi après parce qu'on est épuisé de gérer le racisme. Alors, on finit par se retrouver à travailler 2 fois plus et on développe de l'hypertension, du diabète ou d'autres conditions. Ou alors, on tombe dans l'autre extrême qui est celui d'être déprimé, de rester dormir tout le temps chez soi. Donc, parfois, ça peut se manifester, bien sûr, dans des addictions, dans des dépendances, mais dans ces façons-là aussi. Alors, c'est important de nommer cela aussi. Et j'insiste là-dessus. En ce moment, je parle particulièrement des collègues qui sont racialisés, mais parfois on travaille 2 fois plus. On n'a souvent pas le choix, mais il faut qu'on prenne le temps, même si c'est pendant qu'on prend sa douche, n'importe quel moment, prendre le temps pour penser à soi et pour se protéger aussi. Parce que, encore une fois, le corps emmagasine beaucoup. Et ce que j'ai vu dans la clinique, c'est que l'on soit conscient ou pas du racisme systémique, on ne sait pas. Peut-être que les 3 autres personnes qui sont autour de nous ont moins de formation, moins de compétences, mais ils ont des promotions parce qu'ils ont une autre couleur de peau. Alors, de façon répétée, ça devient cumulatif. Et c'est les résultats, les conséquences du racisme systémique. On va voir après les impacts physiologiques. Donc, quand les gens ont un stress chronique perçu pendant une longue période de temps, c'est comme un traumatisme. Mais ça se traduit également par
des éléments physiologiques. Et c'est une réaction purement humaine. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Donc, c'est une réaction au stress prolongé. Et c'est un stress qui finit par avoir un impact sur les personnes noires et racialisées à cause du racisme à répétition que l'on vit au sein de la société. Alors oui, il peut y avoir des différences individuelles dépendamment de l'expérience de vie, du développement, de plein de facteurs, des origines du pays d'immigration, etc. Mais le corps essaie de compenser pour tout ce stress de toute façon. Et donc, vous allez avoir une réaction décompensatoire. Et c'est ce qu'on appelle la charge allostatique. Et donc, c'est là que vous avez toute une série de marqueurs inflammatoires qui se révèlent. Et pour tout être humain qui vit une détresse disproportionnée, qu'il n'est pas capable de gérer, on réagit de cette façon-là. On ne peut pas le changer. Ce n'est pas comme être dans un cours, on est stressé, ensuite on passe à autre chose. C'est vraiment chronique et constant. Alors, nos études montrent que l'on voit des différences, dépendamment des origines. Ça, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis, mais on parle vraiment de réaction humaine face à du racisme systémique. Alors, il y a également l'intersectionnalité et le racisme systémique qui sont considérés comme des facteurs de stress chronique. Alors, on a toute une série de marqueurs. On a les protéines, les dysfonctions hormonales et on a comparé également les femmes noires, les hommes noirs et les femmes blanches à des femmes noires. Donc, on a constaté que pour la population noire, elle est doublement exposée. Surtout pour les femmes, parce qu'elles sont exposées également au sexisme. Alors, c'est ce qu'on appelle la misogynie noire. Alors, on peut être étiqueté comme femme fâchée ou être toujours en réaction, et ça aussi, ça a un impact sur vous. Donc, c'est les éléments qu'il faut qu'on déconstruise en tant que société. Mais il faut que vous preniez conscience, si vous vivez ces choses, prenez du temps, du temps pour vous pour les nommer. Et on a parlé du racisme systémique comme déterminant social de la santé. Et quand on parle donc des différentes manifestations, est-ce qu'on a le temps pour une autre session de Mentimeter ou pas? Ou on attend la prochaine session? Le docteur parle très, très vite. J'essaie de suivre, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, je fais de mon mieux. Donc, on va faire le Mentimeter la prochaine session. Donc, pour ce qui est de la violence secondaire, on va en parler dans le contexte du racisme vis-à-vis des personnes noires. Donc, le racisme vis-à-vis des personnes noires, ce n'est pas simplement vis-à-vis de nos patients, nos clients. Il faut qu'on comprenne que c'est de nature écologique et donc, il se révèle également dans notre milieu de travail et tout autour de nous. Alors, je vais vous donner quelques exemples simples du milieu de la santé. Donc, en 2020, une recherche a été publiée par l'Association des médecins noirs de l'Ontario. Et étant moi-même une clinicienne et une praticienne, je peux dire que ces résultats s'appliquent également au contexte de la santé publique. Et donc, on a des éléments communs qui ressortent, des stéréotypes, l'exclusion, le manque de support, les microagressions. Donc, sans aller dans ce qui concerne la santé publique spécifiquement, pour moi, c'est tout un... Bon, j'ai travaillé avec un bon nombre d'organisations dans le domaine de la santé en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Et je peux dire que j'ai eu ces conversations-là avec différents membres du milieu de la santé à différents niveaux.
et pour recueillir leurs expériences en étant victimes de racisme. Donc, les connaissances que j'ai, je les extrais pas simplement de littérature, mais également du contexte médical, du terrain. Et ça s'applique non seulement aux organisations de la santé de façon générale, mais également les organisations de la santé publique. Alors, souvent, la discrimination exprimée par les patients, c'est le point, c'est que le personnel noir va être victime de racisme, pas simplement de la part de leurs collègues, mais de la communauté qu'ils essaient de desservir. Et s'ils ne sont pas outillés pour gérer ce stress devient de plus en plus lourd pour elles, avec des conséquences. Et on a d'autres exemples qui nous viennent d'infirmières noires qui expliquent comment elles ont été maltraitées en tant que personnes noires dans différents contextes, situations. Et un autre travail a été réalisé dans la santé publique et donc vis-à-vis de groupes de personnes noires, mais d'autres groupes racialisés. Et ce qui ressort, c'est que souvent, ils ne signalent pas parce qu'il n'y a pas les outils dans l'organisation pour gérer ce genre de situation-là. Alors, dernière citation de l'Alliance des travailleurs noirs. Je parlais de la pandémie. Cette personne disait, je ne me sens pas en sécurité de parler de cela parce que je travaille avec beaucoup d'autres personnes noires. Alors, comment est-ce que je m'y prends? Alors, comment est-ce que je peux me rallier avec d'autres personnes noires pour défendre cette cause? Alors, souvent, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a des façons pour que les personnes puissent dénoncer ce genre de situation, pour qu'elles puissent témoigner de leur expérience de victime de racisme? Merci beaucoup, Dr. Norum. Ça, c'est juste un petit aperçu de ce qui va être notre sujet la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on va également donc parler de ces enjeux. On va donc parler de comment éradiquer le racisme à l'égard des personnes noires, les stratégies, les démarches en intention de la santé publique. Et puis, comme je le disais, on va se concentrer de nouveau sur les voix qui viennent de la communauté, donc les témoignages, et on va parler d'actions directes, de mesures directes que l'on peut prendre au sein de la santé publique. Alors, voilà, c'est pour vous donner un aperçu de la prochaine session. Donc, il y a des questions qui ont été posées dans le chat et je voulais juste ajouter par rapport aux nouveaux arrivants, aux nouveaux immigrants qui arrivent au Canada. Souvent, vous arrivez de régions ou de pays qui sont donc de dominance noire et quand on est confronté au racisme, ça peut causer des dommages émotionnels et mentaux majeurs lorsqu'on est traité d'une certaine façon, traité de façon raciste. Donc, quand on se trouve face à du racisme systémique, ça peut être extrêmement déstabilisant. Pourquoi? Parce que le Canada veut se présenter comme un pays accueillant et ouvert, mais lorsque l'on n'adresse pas les problématiques de racisme ou que l'on ne va pas en profondeur dans l'histoire du pays, c'est aussi la réponse que Julie Black a reçue lorsqu'elle a chanté l'hymne national. Donc, l'impact de ce racisme qui vient des Canadiens, que le racisme qu'a vécu Julie Black, par exemple, tout ça, c'est très symbolique, très représentatif de comment est-ce que le racisme est encore très présent dans nos sociétés et avec des conséquences extrêmement graves. Alors, il y avait une question qui a été posée sur les citations et les recherches
qui ont inspiré donc ces présentations. Alors, on a cité ces recherches pour différentes raisons. Pour indiquer aussi que l'on a réalisé ces recherches-là pendant des décennies. Donc, ce n'est pas des nouvelles conversations que l'on a. Ce n'est pas que tout d'un coup, on s'intéresse à ces travaux maintenant. Ça fait des décennies qu'on fait ce travail-là de recherche. Et donc, si on pense à depuis quand ces recherches ont commencé, depuis combien de temps on dit qu'il faut agir, qu'il faut prendre des mesures. Donc ça nous donne une bonne idée des recherches et des données qui sont des indicateurs de l'engagement que l'on a mis dans cette recherche et le temps que l'on a investi. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas se dire que ce n'est plus important, que c'est plus d'actualité. Ce travail continue à être pertinent. Il est tout à fait pertinent dans la sensibilisation et l'engagement que l'on veut provoquer. Et si on regarde l'an 2000, par exemple, quand je fais ce travail, souvent je ressors des articles des années 80, des années 90, pour justement illustrer depuis combien de temps ces conversations se tiennent. Le manque de changement est flagrant et les obstacles, les barrières qui existent encore sont flagrants. Donc, c'est important d'en parler pour réfléchir sur sa propre fragilité ou la propre incapacité de sortir de la boîte, du cadre de la normalité et trouver comment est-ce que l'on peut activement déconstruire ce système. Autre chose que je voulais ajouter, parce que je ne sais pas si la question s'adressait à ma présentation. Donc, on a différents éléments. Beaucoup des données au niveau national, lorsque l'on a présenté les données, il y avait des éléments qui manquaient, mais on est en train de les récupérer graduellement. Maintenant, la question sur la question du racisme, ça n'a pas un impact majeur. Mais c'est vrai que l'information est disponible, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un vide à un moment donné dans les données que l'on pouvait recueillir. Alors, je pense qu'on a répondu à certaines des questions qui avaient été posées dans le chat, mais peut-être Pema pourra compléter. Oui, définitivement, vous avez adressé certaines questions dans la boîte à clavardage, oui. J'ai des petites notifications. Est-ce que vous pouvez m'entendre tous? Bon, très bien. Alors, oui. Oui, merci. J'apprécie beaucoup. J'ai voulu tout simplement dire qu'il y en a quelques questions dans la boîte à clavardage, mais vous avez adressé la part clé de ces questions. Alors, je vais amalgamer, question de Shrim là-bas, je vais l'amalgamer avec d'autres questions que je viens de voir. Quand on a parlé de l'évaluation, etc., on a parlé d'entendre au sein d'autres conversations. Alors, Samia, qui a fait la représentation dans le dernier webinaire, elle a dit quelque chose après. Eh bien, en réponse de la discussion, elle a dit que c'est la responsabilité des chefs de file de créer l'espace pour la sûreté psychologique, pour la disruption normale, pour les discussions, pour la responsabilité. Mais quand on parle de pouvoir, alors la question est quels sont les outils stratégiques qui sont disponibles pour ceux qui ont moins de pouvoir? Et je pense que nonobstant que c'est une question assez vaste, bon, on parle un peu de ce que Chérine vient de dire à la fin de sa question. Quels sont les outils et les stratégies pour les étudiants dans la classe? Quels sont les outils et les stratégies pour ceux qui travaillent au sein de l'organisation de santé publique, qui font un bon travail? Bon, vous avez parlé de votre expérience, docteur Norm, des personnes qui peut-être ne se sentent pas comme nécessairement elles ont cette sûreté psychologique pour s'engager auprès des conversations et de faire des disruptions. Ils ne se sont pas en manière sécuritaire. Eh bien, quelle disruption vous pourriez dire bon, qu'on pourra faire?
qu'est-ce qui a marché bien pour des personnes différentes, des personnes qui ont voulu de faire mieux, c'est-à-dire aller dans le déconfort, et des personnes qui ont eu l'expérience de racisme contre les personnes, à l'égard des personnes noires, mais bien qui n'ont pas peut-être assez de cette sécurité de voir les disruptions. Des bonnes questions. Beaucoup de choses desquelles on va parler la session suivante. On va y parler beaucoup, mais n'oubliez pas de joindre la session à venir. Mais je vais commencer par ceux qui sont noirs. Pour les personnes noires, bon, il faut se lier de penser sur les traditions de nos ancêtres et communautés, c'est-à-dire de ne pas travailler seul. Les systèmes à violence étaient bâtis, il y en a beaucoup du temps, et normalement pas par seule personne. Alors, on ne peut pas les démanteler par une seule personne non plus. Alors, l'histoire s'est bien changée. Toutes les choses bon, qu'on voit ne sont pas tout à fait bien exactes. Et puis, c'est pas seulement une seule personne qui va travailler. Il faut travailler au sein de communautés. Les personnes de couleur, les personnes de peau noire. Alors, vous pourriez toujours faire l'impasse parce que peut-être vous avez d'autres expériences à l'orientation sexuelle. Alors, essayez de faire le débrief avec quelqu'un au sein de votre organisation ou au dehors de votre organisation s'il n'y a pas la possibilité dedans. Alors, faites le compte rendu, le debriefing. S'il y en a quelque chose qui se passe, mais c'est tellement blatant, c'est tellement horrible, vous pourriez toujours réagir. Bon, vous pourriez toujours ou dire quelque chose et tout le monde va penser que vous êtes fou, ou bien vous êtes folle. C'est ce qui se passe avec moi toujours parce que le racisme, c'est toujours ici le problème. Alors, il faut faire un compte rendu, le débriefing avec des gens qui ont eu l'expérience vécue, avec qui vous pouvez croire bien qu'ils vont vous donner cette sécurité. Mais bon, c'est toujours mieux de le faire au sein du groupe, pas comme une seule personne. Pour les personnes blanches, alors c'est important, si vous avez de l'espace ou quelque chose racialisé se passe, alors ou parler avec quelqu'un qui est racialisé, peut-être vous voudriez s'engager, mais bon, c'est pas le temps de bon, dire au-dessus de tout le monde et de faire un monologue, mais tout simplement de l'appeler et dire, bien, qu'est-ce que vous sous-entendez sur cela? Et bon, dire, bon, pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez voulu dire quoi? Ça se passe alors, bon, que peut-être bien après, vous pourriez parler avec cette personne et dire, bon, je te demande pardon de ce que s'est passé, qu'est-ce que je pourrais faire? Parler avec cette personne, mais pas pour cette personne. Eh bien, en ce qui est trait de la communauté, on se prend soin de l'expertise de communauté, mais même quand on appelle des experts avec l'expérience vécue et qui ont les doctorats, comme docteur Michaud, qui a eu l'éducation de collaboration, et bon, des gens, elles peuvent toujours venir pour vous assister. Alors, portez ces consultants, envoyez ces consultants et puis faites-le si vous êtes une personne blanche et même les personnes de couleur qui ne savent pas de faire pour les racismes contre les Noirs. Ne parlez pas pour des gens, mais parlez aux gens et puis essayez d'avoir le support. Le silence, vous êtes complicite si vous avez du silence. Alors, c'est important de ne pas prendre espace quand on pourra toujours inviter les experts avec l'expérience vécue. Pas de silence. Voilà. Plus sur cela, la troisième session, je sais que Dr. Dryden voudrait ajouter. Oui. Bon, en ce qui a trait les étudiants, bon, travailler d'une manière collaboratrice avec l'organisation parce que la nature même de l'adresser, ça peut bien, bon, faut parler d'une manière haute et bien de manière directe de comment des gens sont quand on parle de racisme envers les personnes noires. Et puis, euh, cette question, pratiquement, eh bien, c'était comment est-ce qu'on pourra nous montrer comment le faire sans d'avoir des problèmes, sans être considéré rude ou bien oui. Mais vous savez, bon, on peut toujours le faire et puis vous pourriez toujours avoir des troubles, ça pourra toujours devenir abrasif. Mais bon, vous voyez toujours l'hierarchie de cette compagnie des vieux systèmes, mais vous pourriez toujours avoir des troubles après. Mais la question est si pas maintenant, alors c'est quand? Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir des problèmes ou est-ce qu'on
pourra bien prendre le coup et puis de le dire d'une manière privée après que c'était une chose horrible. C'est toujours mieux que de dire rien, mais il y en a toujours un place pour beaucoup des voix pour faire la disruption de cette chose. Et puis, si vous manquez l'opportunité dans le moment parce que vous voyez directement en face de problèmes, alors vous pourriez toujours faire la rencontre dans une autre réunion. Bon, parler, au moins essayer de parler. Bon, ce n'est pas que qu'on n'est pas nerveux et que bien, ce n'est pas qu'on n'a pas de l'anxiété, mais il n'y en a pas d'autre option parce qu'il faut agir, il faut interrompre d'une manière active ce qui se passe. Une recherche active et puis je pense que oui, les rechercheurs blancs, parfois, ils ne sont pas intéressés dans des réalités du racisme systémique à l'égard des personnes noires, mais ce que je vois, bon, je vois que les personnes de communauté noire, alors, ils voient que les rechercheurs blancs qui ont vraiment peu d'adresser l'expérience, maintenant, ils ont beaucoup de l'argent maintenant pour inclure les personnes noires et autochtones dans leur recherche en surpassant le travail, l'expérience des personnes noires et autochtones. Et c'est voilà comment le racisme systémique continue d'être opérationnalisé par les conseils tribaux, par d'autres bailleurs de fonds. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de faire le travail de développement pour bâtir les capacités dans les chercheurs comme les personnes noires et sans le rejeter et bon, dire, bon, il y en a déjà des chercheurs qui font ce type de travail. Les bailleurs de fonds doivent envoyer les fonds là pour supporter ces recherches-là. Alors, même au sein de notre travail, on voit le racisme systémique à l'égard des personnes noires qui prend de l'argent de la part des chercheurs noirs et puis l'envoie vers les blancs sans être les conspirateurs, de s'assurer que bien on ait le flex qu'on pourra prendre et on pourra parler beaucoup plus, comme Dr Norma va y parler. Il n'y en a pas un mode facile de contredire le racisme à l'égard des personnes noires. Et puis, oui, c'est jamais facile. Oui, j'aime ça. Oui. J'ai la notion de l'embrasser, le courage et d'être brave. Oui, j'aime ça. Bien, j'aime pas ce qui se passe, mais bien, j'aime ces notions, oui. Merci. Merci, c'est une bonne réponse pour les questions qu'on a eues dans la boîte à clavardage et dans la boîte à des questions, pardon. Et aussi, bon, pour les questions qui n'étaient pas encore posées. Et je suis très fier que bien vous avez pu les répondre. Merci, docteur. Bon, je vais aller jusqu'à là. Bon, vous avez mentionné, docteur Norm, qu'on aura à parler beaucoup sur cela dans la session à venir. Bon, juste pour vous laisser marquer le calendrier pour le 29 du mars pour la troisième session. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas pu venir atteindre le webinaire car c'était bon plein, on a encore quelques personnes qu'on pourra vous envoyer vers l'enregistrement. Puis revenez toujours si c'est plein parce qu'il y en a toujours des choses, c'est toujours la possibilité qui rouvre. On aura aussi l'enregistrement sur le site web. Alors, vous pourriez toujours aller vers le site web pour réécouter l'enregistrement. Un grand remerciement pour tout le monde pour être venu. Bon, si vous avez eu du disconfort, pardon, comme on vient de vous demander au début par Dr. Drayden, étant les participants, alors je vous remercie pour l'avoir fait. Et puis, si vous avez besoin de partir pour un moment pour prendre soin de vous, alors vous pourriez toujours le prendre. Bon, prenez soin de vous dès qu'il vous en faut, étant les participants ou les, et je vous remercie tout le monde pour tous les intervenants. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et pour les Black Health and Education Collaborative pour votre expertise au sein de ces séries, on pourra toujours prendre le contact avec le Black Education Collaborative et avec le CCNDS. On voudra aussi continuer d'avoir le dialogue. Boîte à courriel du CCNDS, le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Et puis, on vient de vous partager aussi les liens dans la boîte à clavardage. Je voudrais dire que pour nous, c'est tellement important, vraiment important, de venir auprès de cet engagement, de voir comment le processus de l'évaluation marche. Les gens qui travaillent au sein du système de santé, ça peut être vraiment tellement riche. Et les questions de comment concrétiser les choses et ce que les docteurs Dryden et Norm ont parlé. Bon, c'est-à-dire
quelle est la seule action ou l'une chose entre beaucoup de choses que je pourrais toujours me déterminer de faire autrement dans les 3 ou 6 mois à venir. Bon, quand vous faites remplir cette évaluation, ça nous donne toujours déjà du sens. Alors, je vous remercie cordialement. Merci, on se reverra le 29 du mars.